Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc tu l'as bien vu dans le titre de la vidéo, c'est la fin du voyage. Ça fait même déjà quelques mois qu'on est rentré en France et pour tout dire, j'ai eu un petit peu la flemme de tourner cette dernière vidéo de voyage. Bon, par où commencer? Il y a tellement de choses à dire sur ce voyage. Ouais, cette vidéo, elle sera un petit peu différente des autres. Elle sera un peu plus free, elle sera moins cadrée. En fait, j'ai pas fait de script comme je fais habituellement. Bon, j'ai quand même mon petit PC à côté de moi avec mes notes, bien évidemment. Sinon, je vais chercher pendant 10 minutes ce que je vais devoir dire. Eh bien, déjà par commencer, c'était une superbe aventure en famille. C'était vraiment assez incroyable et je crois qu'on réalise pas tout à fait encore ce qu'on a vécu pendant ces 15 mois exactement. C'était vraiment quelque chose d'unique. Je ne pense pas qu'on puisse recommencer ça un jour dans notre vie, surtout à nous quatre, avec nos enfants. Bien sûr, parce que nos enfants vont grandir, ça va être compliqué d'organiser des voyages aussi longs. Donc je pense que on n'est pas encore tout à fait conscient de ce qu'on a vécu ensemble tous les quatre. Comme je viens de le dire, ça fait déjà 3 mois qu'on est rentré en France. On a écourté un petit peu le voyage. Au départ, on devait rester jusqu'au mois de juillet. Et finalement, on a décidé de partir avant pour différentes raisons. Et c'est pas plus mal parce qu'on avait quand même pas mal de choses à gérer en France pour notre retour et c'est assez compliqué, il y a pas mal de choses à faire. Et les 3 mois qu'on a eu pour organiser tout ça, finalement, c'était pas trop du tout. On va commencer par les points positifs, ce qu'on a aimé dans ce voyage. Pour faire un compte-rendu global de ce voyage, pour dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, les avantages, enfin, tout ça quoi. On va commencer vraiment par ce qu'on a aimé et c'est globalement la liberté. La liberté d'aller où on veut, quand on veut, de choisir l'heure où on se lève, l'endroit où on va aller, combien de temps on va rester, ce qu'on va y faire en fonction des rencontres et de nos envies. Ça, c'est vraiment incroyable. Il y a aussi le fait de faire ça en véhicule aménagé, en van, en cellule, en ce que tu veux. C'est assez grisant, je trouve, d'avancer sans jamais revenir en arrière. En fait, tu découvres en permanence, tu avances et tu ne reviens jamais en arrière. Et ça, je trouve ça absolument génial. Alors, ce qu'on a aussi aimé, bien sûr, c'est la découverte des grands espaces comme par exemple le désert d'Atacama, qui se trouve au Chili. Ces grandes étendues où il n'y a pas grand-chose qui se passe, parfois avec des paysages assez incroyables. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en France ou même en Europe. Et c'est quelque chose d'unique. Et c'est vraiment une sensation d'espace, d'immensité qu'on n'avait jamais connue avant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi dans les points positifs? Bien sûr, il y a eu les rencontres avec les locaux. Alors, je pense à Adelki. Pour rappel, Adelki, c'était un pêcheur moto-taxi dans un petit village qu'on avait rencontré dès le 2e jour en fait, de notre voyage. On avait commencé à Carthagène et dès qu'on a récupéré notre cellule pick-up au port de Carthagène, dès le 2e jour, on est allé dans le village d'Adelki complètement par hasard et c'était vraiment une rencontre assez unique finalement dans le voyage. On n'en a pas connu d'autres des comme ça. On a été marqué par la gentillesse, l'ouverture des gens dans ce village au bord de mer. Ils te demandent rien, ils viennent te voir tout le temps si tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, ils attendent rien en retour. C'était vraiment une expérience unique. C'est un peu dommage parce que c'était les premiers jours et donc du coup on ne comprenait pas très bien l'espagnol. Mais ça restera un grand moment, cette rencontre avec Adelki. Bien sûr, il y a eu d'autres rencontres comme Juan Carlos et son père qu'on a connus dans le parc d'El Cocuy. On a dormi chez lui. Lui, c'était une sorte de gîte étape où les gens venaient. Il nous a accueillis dans son gîte à 3800 mètres d'altitude et grâce à lui, on a pu organiser le trek qui nous a emmené à pratiquement 5000 mètres d'altitude. Et là, pareil, rencontre incroyable, super accueillant, son père super gentil. Ils nous ont fait des chocolats chauds parce qu'il faisait un petit peu froid à cette altitude dans l'après-midi. On a eu aussi quelques pluies. On a pu profiter en fait de la salle commune avec un feu de cheminée. C'était vraiment sympa. Et en plus, il n'y avait personne dans son gîte pendant la semaine où on est resté. C'est assez fou, il n'y avait pas beaucoup de touristes. C'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup apprécié. Je pense aussi à Alès et Marie qui nous ont accueillis dans leur petit village. Et Alès, c'est un guide local qu'on avait trouvé sur Facebook et il nous a emmené faire 3 jours de randonnée dans le parc de Santa Marta, dans les montagnes. Et on a pu visiter la petite cité perdue justement. C'était aussi une immersion un petit peu unique, je trouve, dans la vie des locaux. On a passé une nuit aussi dans un village de Kogi. Tous ces paysages et toutes ces rencontres sont assez uniques. On était
un peu dans une zone forêt un peu semi-tropicale, donc du coup il faisait assez chaud, mais Alès a été super. À la fin de ces 3 jours de trek, eh ben, on a pu rester chez eux pendant une semaine et on a pu profiter un petit peu d'eux, aussi de leurs enfants qui ont pu jouer avec les nôtres. C'était vraiment un grand moment du voyage qu'on n'est pas prêt d'oublier, je pense. Bon, je peux pas énumérer un petit peu tous ceux qu'on a rencontrés. Il y avait aussi Alex et Diana qu'on avait rencontrés sur un péage pas très loin de Bogota et ils nous ont invités chez eux un mois après et on est resté une semaine. Il y en a eu plein d'autres finalement. Il y en a eu beaucoup plus en Colombie que dans le sud de l'Amérique en fait. On en a beaucoup moins eu d'échanges comme ça. Il y a aussi tous les voyageurs qu'on a rencontrés qui voyageaient comme nous, des Français. Je pense à Julien et Nadège, on les avait croisés en Équateur pendant le Paro, pendant les manifestations. On s'était donné rendez-vous là, on se connaissait déjà, on communiquait via WhatsApp sur un groupe de Français et on s'était donné rendez-vous. On avait passé une semaine ensemble sur la côte de l'océan Pacifique. Et après, on était repassé par les montagnes et on s'était séparés. Et on s'est revus un peu plus tard à Cusco et puis même à Santiago au Chili. Donc les voyageurs, on pouvait les recroiser à un moment et puis les revoir. C'est ce qui s'est passé notamment avec Ouria et Walid. Là, c'était complètement par hasard. On les a aussi rencontrés en Équateur pendant le Paro. On a juste échangé les WhatsApp pour donner des informations par rapport au barrage, les endroits où on pouvait passer. Et finalement, on s'est recroisés complètement par hasard à San Pedro de Atacama d'ailleurs et on est resté quelques jours ensemble, c'était super sympa, on a bien profité et après on les a aussi recroisés plusieurs fois sur la côte Pacifique un peu plus bas au Chili. On les a croisés aussi à Puerto Natales, donc en Patagonie, c'était vraiment super et finalement on s'est encore recroisés une dernière fois. Cette fois, c'était en Argentine, à Mendoza. Ils revenaient sur Mendoza et puis nous, on y était. Donc là, du coup, on est resté quelques jours supplémentaires pour pouvoir les revoir. Voilà, après ces quelques points qu'on a aimés particulièrement dans le voyage, il y a quand même des choses qu'on a moins aimées forcément et on va en parler maintenant. Globalement, la nourriture, c'est compliqué en Amérique du Sud. C'est vraiment différent de ce qu'on retrouve chez nous. Il y a quelques plats locaux, mais finalement, la nourriture reste souvent à base de riz, de maïs, en fonction des pays, voire la pomme de terre, par exemple pour le Pérou. On n'a pas réussi, même dans les restaurants, à retrouver ce qu'on aimait vraiment, la diversité de la cuisine française ou même internationale. Bon, à part quelques grandes villes où vraiment on pouvait trouver des super bons restaurants, où même on mangeait des spécialités françaises, ou même les spécialités du pays, ou internationales, on a pu manger de très bonnes pizzas. Mais c'est vrai que globalement, ça reste un point plutôt négatif pour nous. On en a aussi parlé dans des vidéos, je pense au bilan de la Colombie. C'est sur les infrastructures routières, donc bien sûr, bon, on s'y attendait, c'était pas comme en Europe, mais parfois c'était assez chaotique et il n'y avait pas de route, ou alors même quand il y avait une route, il y avait tellement de trous que finalement on aurait peut-être préféré une piste. Ça pouvait être assez dangereux, il fallait être assez vigilant. Il y a des moments, ça nous a pesé un petit peu sur le voyage quand on faisait des grandes distances, enfin quand j'ai des grandes distances par exemple en Colombie, quand on faisait 300 km en Colombie, c'était le bout du monde, on partait à 9 h le matin, on arrive à 18 h le soir, juste avant la nuit quoi. Bien sûr, pour les infrastructures liées au camping-car, elles sont complètement inexistantes. On arrive à en trouver dans le sud du Chili, sud aussi de l'Argentine, parce que c'est assez touristique, mais elles ne sont pas du même niveau que ce qu'on peut avoir. Par exemple, on n'a jamais trouvé un seul endroit où on pouvait vider par exemple la cassette des toilettes. Nous, ça ne nous posait pas de problème vu qu'on avait des toilettes sèches. Mais ça, on n'a jamais trouvé. On a trouvé quelques rares fois où il y avait un endroit spécifique où on pouvait rejeter les eaux usées, les eaux grises du camping-car, mais c'était rare. Mais bon, ça nous a pas posé plus de problèmes que ça, on s'y attendait et puis on s'est adapté. Il y a aussi le fait de vivre à 4 dans 5 mètres carrés. D'ailleurs, il y a aussi une vidéo qui parlait de ça. Vers la fin, ça commençait à devenir un petit peu plus compliqué parce que c'est vraiment hyper petit. T'imagines bien forcément 5 mètres carrés à 4 et il faut être ultra organisé. Par exemple, quand on mange le soir, on doit débarrasser la table tout de suite et vu que la table faisait aussi lit, il fallait aussi s'organiser
pour que chacun puisse avoir son petit espace. Et donc, s'il y en a un qui voulait rester sur la table, par exemple, pour mettre son ordinateur ou quoi que ce soit, et puis il y en a un qui voulait se coucher, bah, c'était compliqué. Les enfants, eux, avaient leur capucine, donc eux, ils pouvaient aller dans leur lit quand ils voulaient, mais pour nous, c'était plus compliqué. Pareil pour le rangement, on ne pouvait pas laisser traîner des vêtements polaires ou des chaussures, il fallait, chaque chose avait sa place et il fallait absolument les ranger. On a réussi à vivre, ça ne nous a pas pesé plus que ça, mais on sentait à la fin que vivre dans 5 mètres carrés à 4, bah, c'est pas si simple que ça. Ensuite, les pays comme le Chili ou l'Argentine, où surtout moi j'attendais beaucoup pour la randonnée, bah, eh bien j'ai été assez déçu au final. Pourquoi? Il y a des beaux paysages, c'est clair, mais il y a quelque chose auquel je ne m'y attendais pas du tout, c'est l'accessibilité notamment à ces zones de randonnée. Donc déjà, il y en a très peu. Il y a très peu de balisage et parfois même quand tu as des zones balisées, tu peux faire de la randonnée. Il y a d'autres contraintes, c'est-à-dire les parcs. Donc ça se passe souvent dans les parcs nationaux qui sont parfois payants, souvent payants au Chili, moins en Argentine. On a aussi des problèmes, c'est qu'il faut s'inscrire le matin avant de partir en randonnée. Donc si tu veux faire ta randonnée dès le matin de bonne heure parce que sinon il fait chaud pour la journée, et ben tu peux pas. Par exemple, on a eu le cas en Argentine, dans un parc, on a dû s'inscrire à 9 h du matin pour monter 1200 mètres de dénivelé. Donc bon, on a réussi à le faire quand même, mais bon, c'est des petites contraintes comme ça qui sont assez gênantes. Et aussi, il y a des zones qui ne sont accessibles uniquement avec un guide. Ça, c'est compliqué. Il n'y en avait pas tant que ça, c'était plus au Pérou, de mémoire, mais finalement, toutes ces restrictions, c'est des choses qu'on ne connaît pas en France. En France, tu prends ta carte hygiène de randonnée et tu vas dans les Alpes et tu as l'impression que le choix, il est immense. Tu peux aller partout, tu as des étapes pour dormir entre les refuges, les cabanes non gardées, les gîtes aussi. Et là-bas, bah, tu n'as pas du tout cette sensation-là. Alors tu as des belles randonnées à faire qui sont un peu mythiques, d'ailleurs qui sont complètement surchargées, donc ça casse un petit peu l'ambiance. Mais je trouve que globalement, moi ça m'a un peu déçu au niveau randonnée libre dans ces pays. Maintenant, on va partager quelques anecdotes qu'on n'avait pas forcément évoquées, soit sur Instagram, soit sur YouTube. Première, ça se passe en Colombie. On avait quitté Bogota et puis on avançait direction Pereira, si je me souviens bien. Et puis on s'était un petit peu aventuré dans des endroits pour éviter des embouteillages, des zones de travaux. C'était compliqué. Et finalement, on s'est retrouvé dans des endroits un petit peu limites pour passer le véhicule. On a croisé sur une piste une personne qui était en difficulté avec sa voiture. Il s'était engagé et la piste, en fait, elle devenait tellement étroite que même une voiture normale ne passait plus. Et donc nous, on était derrière lui, on regardait un petit peu tout ça, on commence à discuter un peu avec lui. Et finalement, sa voiture était un petit peu bloquée, c'était pas un 4x4 et il pouvait plus reculer en fait à cause de la pente, de la difficulté du terrain et le ravin qui était assez proche. C'était compliqué. Donc on a proposé de le tracter et donc on a commencé à mettre la sangle, on a essayé de reculer. Il manœuvrait pas très bien et du coup il a tourné le véhicule dans le mauvais sens et il y a la roue avant droite qui s'est mis un peu dans le vide. Et du coup, ça m'a fait un petit peu peur, je me suis arrêté, j'ai regardé, j'avais du mal à le tirer, à le tracter et il y avait quand même, la situation, elle était aussi potentiellement assez dangereuse. Donc tout le monde était descendu de la voiture, il n'y avait que moi qui conduisais le véhicule. À ce moment-là, j'ai pris peur, j'ai vu le ravin, j'ai vu la roue avant droite qui était un peu dans le vide et je me suis dit, à ce moment-là, si sa voiture chute dans le ravin, il va m'entraîner aussi, je ne vais pas pouvoir le rattraper, c'est impossible. J'ai eu peur, donc du coup j'ai commencé à enlever le câble pour le tracter. J'ai tout rangé, je lui ai expliqué qu'on allait chercher de l'aide parce que moi j'y arrivais pas. On est allé donc au commissariat du village le plus proche, on a expliqué tant bien que mal aux policiers, on avait son numéro de téléphone à cette personne-là, on a expliqué tout ça. Eux ils sont allés avec un pick-up, ils se sont débrouillés, ils ont réussi apparemment, d'après les informations du policier que j'ai eues le lendemain, il a réussi à le tracter et à le sortir de cette zone délicate. Et donc tout le monde était soulagé. Mais tout ça pour dire que finalement on voulait l'aider, on s'est dit tiens on va pouvoir l'aider et on s'est mis dans une situation potentiellement assez délicate et qui aurait pu être extrêmement dangereuse. Donc bien sûr faire attention à ce qu'on fait même quand on veut aider parfois. Allez, une deuxième petite anecdote, c'était cette fois en Équateur. Et on en a parlé dans une vidéo et en story Instagram, celle-ci. C'était quand on était à Morondá. Morondá, c'est un volcan en Équateur, avant Quito.
et on s'était complètement embourbé en fait sur la piste qui était trop difficile pour nous. On s'était engagé sur une piste près du lac qui était pas praticable pour notre véhicule, voire très peu de véhicules. Vu qu'il avait plu en plus, là il y avait pas mal de boue, il y avait des grandes ornières, c'était super difficile et donc impossible de s'en sortir. On a dû passer la nuit au milieu de la piste, en travers, tant bien que mal. Et le lendemain matin, on avait comblé les trous avec du bois, des herbes, tout ce qu'on a pu trouver sur le bas-côté pour essayer de s'en sortir. Au final, ça nous a pris à peu près 2 heures le matin pour sortir et on était quand même assez soulagés. On se sentait un peu seul parce qu'on a croisé personne pendant pratiquement 2 jours. Et on s'est dit, ça aurait été, si on n'avait pas réussi à s'en sortir, ça aurait été compliqué. Bon, il y aurait eu forcément une solution. On aurait pu aller à pied, mais le premier village était quand même à 20-25 km en montagne, donc c'est pas évident. Tout s'est bien terminé et on était tous heureux que ce soit qu'on ait réussi à s'en sortir, qu'il n'y ait pas eu plus de problèmes que ça. Allez, une dernière, cette fois-ci, elle est un petit peu plus légère, elle est un peu plus marrante. C'était encore en Équateur. Décidément, il se passe des choses en Équateur. Et on cherchait donc le soir un endroit pour dormir et on regarde sur Google Maps et on voit quelque chose avec un nom camping, campeur, je sais plus exactement ce qu'il y avait indiqué. Et puis donc on se dit bah tiens on va aller là-bas. On pensait que c'était un camping normal. On arrive à l'adresse indiquée sur Google, on voit une espèce de grille avec une maison au loin. Bon, on sait pas trop, pas de sonnette. On voit une voiture sortir. On lui demande est-ce que c'est un camping ici? C'est ouvert? C'est privé? Enfin on ne sait pas trop quoi, et puis il nous dit non, c'est pas du tout un camping, c'est une résidence privée. Et alors je lui dis bah excusez-nous, on cherchait un camping, on ne sait pas où dormir, on croyait parce qu'on a vu ça sur Google Maps, donc c'était un peu drôle, un peu cocasse comme situation. Donc les gens eux ils sortaient, ils se demandaient ce qu'on faisait là, et puis bon, ils voyaient bien qu'on était des touristes étrangers, donc ça passait bien. Et puis les Équatoriens sont quand même très sympas. Et donc les voilà qui partent, ils font 300-400 mètres, ils s'arrêtent, ils font marche arrière, ils reviennent à notre hauteur, ils nous disent bon, si vous voulez, vous pouvez dormir chez nous quand même, vous pouvez vous mettez devant avec le véhicule, vous vous garez sur le côté, et puis et vous pouvez passer la nuit ici. Alors on les remercie, on leur dit oh, c'est cool, on voulait pas les déranger, tout ça. On s'installe, quelques dizaines de minutes après, ils reviennent et on commence à discuter un petit peu avec eux, bon, des choses classiques, d'où on vient, ce qu'on fait, tout ça. Ils décident de nous inviter directement aussi dans leur maison pour nous offrir un chocolat au fromage. En fait, là-bas, ça se fait beaucoup. Chocolate con queso. Et du coup, on discute, ils avaient 2 grands enfants, et on discute, c'était super sympa. Ensuite, on retourne dans notre véhicule, on fait à manger. Le lendemain matin, on repart, on les avait remerciés la veille parce qu'ils partaient au travail le lendemain. Et voilà un petit peu cette situation. On s'est retrouvés à dormir chez des inconnus complètement par hasard en croyant que c'était un camping. Enfin voilà. Et maintenant, on voulait parler aussi de la suite de la chaîne YouTube parce que on l'avait créée pour ce voyage. Alors on avait fait quelques vidéos aussi quand on avait notre ancien fourgon qui s'appelait Sully. On faisait des vidéos de voyage. On avait aussi fait toute la préparation d'Hector. On avait fait bien sûr les vidéos en Amérique du Sud. Et maintenant, on arrive à la fin de tout ça. Et on n'a plus de véhicule aménagé. On se demande un petit peu ce qu'on va faire de cette chaîne YouTube. Alors, si toi tu as une idée de ce qu'on pourrait faire, si tu as des idées, des propositions, à ce moment-là, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Ça sera toujours les bienvenus et puis ça peut aussi nous donner des idées. Bon, avant de terminer cette vidéo, je voulais aussi parler peut-être d'un projet qui va naître sur cette chaîne, qui arrivera assez prochainement si ça se fait. Je t'en dirai un petit peu plus. J'espère que c'est quelque chose qui pourra t'intéresser pour toi, tes voyages, pour la suite. Toujours dans l'esprit de partage de cette chaîne, de dire comment on a voyagé, ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu. Donc j'en dis pas plus pour le moment parce que c'est pas encore fait, mais reste bien abonné et surtout si tu ne l'es pas, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour les notifications. Donc c'est important, comme ça tu seras notifié directement d'une nouvelle vidéo. J'espère que ce projet va pouvoir naître et que ça sera aussi intéressant pour toi. Voilà ce que je pouvais dire du voyage, ce qu'on pouvait en dire. J'ai fait cette vidéo tout seul, mais toutes les idées on les partage avec Céline et les enfants. Et cette fois, je ne sais pas pour quand exactement, mais à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!